Bien, bonjour. D'abord, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Zawi. Et je vais avoir le plaisir d'assurer ce cours d'algèbre pour les sections de sciences de la matière. D'accord? Ensuite, je voudrais bien souhaiter la bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui arrivent à l'université pour la première fois. C'est un grand passage dans la vie académique d'une personne de passer du lycée à l'université. Donc le système change, la disposition change. Donc ce qui est important lorsqu'on vient à la faculté, c'est d'abord essayer de faire des choses qu'on aime. J'imagine que c'est votre cas pour la physique et la chimie, et bien sûr des mathématiques. Mais aussi, c'est l'endroit où vous devez arriver à la fin de votre parcours universitaire en ayant acquis une chose très importante, à savoir travailler soi-même, c'est-à-dire être autonome par rapport à l'apprentissage. Parce que les connaissances changent, évoluent, et vous devez à un certain moment être capable d'acquérir les connaissances vous-même. C'est aussi de manière très brève, malheureusement, cette année, on commence dans des conditions un peu spéciales et difficiles, ce contexte du Covid-19 qui nous empêche de travailler comme à l'accoutumée. Donc, comme vous avez vu, vous êtes en nombre plus réduit. Donc, vous devez, et j'insiste énormément pour que vous puissiez respecter les conditions qui sont imposées. Non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous les autres, et notamment vos parents, vos grands-parents, etc. Donc, portez le masque sur le nez, même ici. Je sais que c'est désagréable, mais il faut le faire. Il faut aussi respecter la distanciation, parce que là, vous avez des places qui ont été faites, donc ne soyez pas collés les uns aux autres, et évidemment tout le reste. Ceci étant, il ne faut pas s'affoler, mais en même temps être prudent, d'accord? Donc, d'habitude, dans ce cours, nous avons ce cours magistral qui va porter sur 1h30, et nous avons aussi une séance de travaux dirigés qui va être aussi encadrée par mes collègues. Donc, vous aurez en tout 1h15 de cours magistral qui est celui-ci, et puis une séance de travaux dirigés. Prenons en compte le Covid aussi, cette fois-ci, comme vous êtes en train de le voir, nous nous transformons en des acteurs. Donc tous les cours vont être enregistrés comme ceci, pour permettre surtout à vos collègues, vos camarades qui sont ailleurs, à Figuig, à Gersif, à Taourir, à Berkane, à Laayoune, etc., qui ne peuvent pas venir ici, d'avoir le même type de cours que vous en présentiel. Pour ceux qui sont là, j'insiste, dans la mesure du possible, que vous soyez dans l'amphi, parce que c'est encore plus de proximité. Mais que tous vos camarades qui sont ailleurs, ils doivent bénéficier de la même égalité des chances. Donc, il y aura un polycopié de ce cours en entier qui va être déposé sur la plateforme de l'université. Ensuite, je vous dirai comment y aller, mais il suffit simplement de vous rendre sur le site de la faculté des sciences, aller dans la filière SM, S1, etc. Vous allez être c'est-à-dire orienté vers le cours. Il y aura aussi la séance de travaux dirigés, donc c'est une série d'exercices qu'on vous mettra en général à l'avance. Pourquoi à l'avance? Pour que vous puissiez travailler dessus, réfléchir dessus avant d'aller à la séance de travaux dirigés. Il y a une chose très importante pour apprendre les mathématiques, qui j'imagine existe dans d'autres filières, mais en mathématiques c'est nécessaire. Je vous demande pour les exercices d'essayer de les faire. Même si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de sentir cette difficulté de l'exercice. Ensuite, si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, revenez le lendemain et faites-le. Mais
n'allez jamais directement, en lisant l'énoncé, avoir la solution. Parce que sur place, vous allez considérer, oui, vous allez trouver c'est facile, etc. Mais je vous promets qu'au bout d'un jour, 2 jours, 1 semaine, vous ne vous rappellerez plus du tout comment ça a été fait parce que vous n'avez pas senti la difficulté. Peu importe si vous trouvez la solution ou pas, l'essentiel c'est de sentir là où ça coince, là où vous ne savez pas faire. Une fois que vous allez voir comment on a dépassé ce blocage, et à ce moment-là, vous allez retenir ce que je vous dis est valable pour les travaux dirigés, mais aussi pour un recueil d'exercices où il y a à peu près 100 d'exercices avec solutions que je mets à votre disposition aussi pour que vous puissiez vous entraîner parce que dans les séances de travaux dirigés et le cours, le temps est limité, on ne peut pas faire tout. Donc pour vous entraîner, vous avez la même chose, des exercices et leurs solutions. Essayez de faire les exercices, premier soir, si ça ne fonctionne pas, le deuxième et ainsi de suite, jusqu'à sentir la difficulté. Ensuite, vous regardez la solution, vous la cachez et vous refaites l'exercice. C'est la meilleure manière d'apprendre les maths. Et en plus de tout ça, évidemment, il va y avoir cet enregistrement qui va être aussi dans la plateforme que vous pourrez regarder vous-même, mais surtout, il est dirigé pour, j'ai dit, vos camarades qui sont ailleurs. Voilà. Donc, le parcours universitaire, il faut toujours travailler dès le premier cours. Aujourd'hui, ce soir, vous êtes déjà des étudiants qui sont en pleine vitesse de croisière. En arrivant chez vous ce soir, vous révisez ce cours parce qu'il est encore frais. Vous allez souligner tout ce que vous n'avez pas compris. Et mardi soir prochain, avant de venir mercredi matin ici, il faut le retravailler. Et si vous avez encore de la difficulté, évidemment, vous me posez des questions. Je serai joignable ici même ou à travers la plateforme. Mais les collègues aussi qui vont assurer les travaux dirigés, nous sommes tous à votre service. Donc, utilisez-nous autant que vous voulez, autant que vous pouvez. Voilà à peu près ce que je voulais dire pour le moment. Donc, ce cours d'algèbre, au fait, il va s'intéresser un petit peu à quelques notions fondamentales qui vous seront nécessaires et très utiles pour un petit peu travailler votre physique et votre chimie. D'abord, je vais présenter donc tous les chapitres qu'on va traiter. Donc, nous avons un premier chapitre qui est un chapitre réservé à ce qu'on appelle les espaces vectoriels. Ces espaces vectoriels, ce sont donc l'ensemble, ce sont des structures dont les éléments vont s'appeler vecteurs. Et ces vecteurs, comme vous pouvez le deviner, sont très utiles en physique surtout et en chimie. C'est-à-dire toute force, on va essayer de la représenter par un vecteur, d'accord? Mais je reviendrai là-dessus. La deuxième, c'est un chapitre 2 qui est, lui, consacré à ce qu'on appelle les espaces affines, de dimension finie, et dans lesquels on va traiter un certain nombre. C'est-à-dire que vous allez voir, entre l'espace vectoriel et un espace affine, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais on définira en temps et lieu pour pouvoir un petit peu faciliter les écritures. Ensuite, nous allons nous attaquer dans le chapitre 3 et chapitre 4 à 2 choses très importantes, à savoir la géométrie. Donc nous allons étudier la géométrie du plan, le plan R2, c'est-à-dire essayer de caractériser toutes les figures importantes dans un plan, c'est-à-dire comment caractériser une droite, comment on peut définir les équations d'une droite, comment on va caractériser un cercle, les équations d'un cercle, comment on va pouvoir changer de repère, etc., etc. Donc ça, c'est dans le plan, mais on va faire exactement la même chose dans l'espace. L'espace dans lequel on vit, pour lequel nous, les êtres humains, il est très intuitif. Donc parce qu'on travaille, on vit dans cet espace-là encore. Mais évidemment, comme vous allez vous rendre compte, il y a encore d'autres espaces qui sont l'espace R4, l'espace R5, etc. Mais je reviendrai en détail là-dessus.
Une fois qu'on a fait tout ça, nous allons revenir sur une notion extrêmement importante, c'est les nombres complexes. Et contrairement à ce que peut suggérer l'adjectif complexe, ils ne sont pas du tout compliqués, ces nombres. Au contraire, vous allez voir qu'ils sont très faciles à manipuler et surtout, ils vont nous aider énormément à écrire les formules physiques, les équations de manière très simple. C'est pour ça que c'est un outil très important qu'il faudra maîtriser. Et on finira par 2 chapitres, le chapitre 7 et le chapitre 8. Non, 6 et 7. Le premier qui est consacré uniquement aux polynômes et le dernier aux fractions rationnelles. Et vous allez vous rendre compte pourquoi c'est des outils qui sont très importants. Voilà. Donc, c'est ça les 7 chapitres qu'on essaiera de faire, de traiter, de sortir les choses les plus importantes parmi elles. Alors, pour évidemment, de ces chapitres-là, ils sont dans le document qui va être mis à votre disposition, mais aussi que vous allez remarquer, il y a toute une page où il y a de la bibliographie. Ce sont les livres qui pourront vous aider. Bon, évidemment, je vous conseille fortement de temps en temps d'aller consulter un de ces livres parmi ceux que je vous propose à la bibliothèque pour voir comment les choses sont présentées, voir les exercices, les exemples, peut-être d'autres façons de présenter ce que j'ai fait, etc. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ce que je reviens sur l'idée fondamentale, à savoir que ça va vous permettre de commencer à travailler tout seul. Lorsque je dis travailler tout seul, ne veut pas dire seul. Vous pouvez travailler en groupe, mais de temps en temps, il faut se mettre tout seul devant son problème. D'accord? Ni camarade, ni rien du tout. Il faut être tout seul pour pouvoir sentir la difficulté. D'accord? Donc voilà un petit peu la recommandation. Donc je commence un petit peu par ce premier chapitre qui est les espaces vectoriels. Vous savez que dans la vie de tous les jours, de temps en temps, on veut connaître un phénomène qui peut être un phénomène physique, un phénomène de météo, économique, je ne sais plus de quoi, etc. Par exemple, vous allez vous poser la question, quelle température il fait aujourd'hui? Il fait 25 degrés. Donc lorsque vous donnez le 25, ce réel, vous avez caractérisé le phénomène. Il fait 25 degrés. Vous voulez acheter des pommes de terre, vous allez dire, je veux 1 kilogramme de pommes de terre. C'est la masse. Donc, une fois que vous avez dit, vous avez caractérisé cette masse. Et ainsi de suite. Donc, il y a plein de phénomènes qui vont être connus simplement par la connaissance d'un réel ou l'aide d'un nombre complexe. Mais pour le moment, disons un réel. C'est ce qu'on appelle des scalaires. Un scalaire, au fait, c'est un nombre, soit réel, soit complexe. Mais il y a d'autres phénomènes qui ne se caractérisent pas par une seule donnée. Il faut plusieurs données. Par exemple, si je vous dis, il y a une voiture qui roule à 60 km à l'heure. D'accord? Donc, oui, elle roule à 60 km à l'heure. Mais on ne sait pas, cette voiture, elle est où? Elle vient d'où? Elle se dirige vers où? Dans quelle direction? Etc. Donc, on connaît un élément, mais on ne connaît pas tout le problème de cette voiture. Pour être plus précis, on va dire c'est une voiture qui roule à 60 km entre Oujda et Saïdia, par exemple. D'accord? C'est déjà bien. On sait qu'elle roule à 60 km et il y a soit de Oujda vers Saïdia, soit de Saïdia vers Oujda. Donc on connaît ce qu'on appelle une direction. Mais on ne connaît pas encore le phénomène en entier, parce qu'on ne sait pas si elle part de Oujda vers Saïdia ou de Saïdia vers Oujda. Donc il faut un sens. D'accord? Faites très attention en mathématiques, la direction, contrairement au langage de tous les jours, je vais dire, je vais aller en direction de la fac, je vais aller en direction de tel ou tel endroit. En mathématiques, une direction, c'est simplement une droite.
d'accord? Et une droite n'a pas de sens. Donc on peut aller de ça vers ça ou dans le sens contraire. Par contre, on va lui ajouter une orientation en disant voilà le sens positif. Donc pour connaître le phénomène de cette voiture qui roule, on a besoin de 3 données. On a besoin de sa vitesse, qui est 60 km, on a besoin de la droite où elle va, et puis le sens de la droite. Donc 3. Alors ce type de phénomènes, ils sont caractérisés par ce qu'on appellera par la suite des vecteurs. Rappelez-vous, lorsque vous étiez au collège, on a tous appris que les vecteurs, c'était des choses qu'on pouvait représenter comme ceci, d'accord? Donc c'est une longueur, d'accord? Donc ça, elle est plus grande ou plus petite. Et puis, il est sur cette direction, donc la droite. Et puis, on lui rajoute une flèche pour dire dans quel sens. Et ce vecteur-là, on le représentait par U. U peut-être avec une flèche ou peut-être sans flèche. D'accord? Donc, ici, on va laisser tomber la flèche parce que ce n'est pas très important. On sait qu'on travaille avec des vecteurs. OK? Donc, un vecteur, c'est quoi? Un vecteur, finalement, comme je disais pour la voiture, c'est une longueur, donc c'est un réel. C'est une direction, donc la droite qui est portée. Et puis, c'est un sens. Donc, un vecteur va avoir, lorsqu'on connaît sa longueur, sa direction et son sens, on le connaît parfaitement. D'accord? Donc, ce vecteur ou celui-ci, c'est le même. Pourquoi c'est le même? Parce qu'ils ont la même longueur, parce qu'ils ont la même direction puisque les droites sont parallèles, et puis ils sont dans le même sens. Donc bien qu'ils ne soient pas confondus l'un sur l'autre, pour nous, c'est le même vecteur. Et donc, la question qui se posait, une fois qu'on avait ces vecteurs, c'est très bien, on sait ce que c'est, d'accord? C'est des vecteurs, donc, une longueur, une direction et un sens. Par contre, il faudra pouvoir les manipuler. C'est parce que si des éléments comme ça qu'on n'arrive pas à manipuler, ils ne sont pas très intéressants. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On s'est posé la question suivante. Si j'ai un vecteur U, et si j'ai un vecteur V, comme ceci, la question, est-ce que je peux faire la somme de ces deux vecteurs? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, tiens, puisque ceci c'est U, je le mets ici, d'accord? Je vais prendre le vecteur V. Le vecteur V, c'est celui-ci. Donc, je vais le mettre son origine, ici. Je vais la mettre ici à l'extrémité. Et je vais tirer le vecteur V. Ce vecteur V, évidemment, c'est celui-ci, puisque même longueur, même direction, même sens. Donc, c'est le vecteur V. Et ce qu'on va définir comme étant la somme, U plus V, c'est ce vecteur. On va prendre l'origine du premier et on va aller à l'extrémité du deuxième et on a défini ce qu'on appelait U plus V, la somme. D'accord? C'est comme ça qu'on faisait la somme de deux vecteurs, chose qui est extrêmement importante lorsque vous voulez faire, comment on appelle ça? Par exemple, l'équilibre des forces. Vous prenez un phénomène, il est soumis à un certain nombre de forces et vous allez déterminer ce qu'on appelle la résultante. Comment on fait? On prend les vecteurs, on fait la somme, etc. Donc tout ça, c'est très bien. Mais aussi, est-ce qu'on peut établir une multiplication d'un certain genre? C'est-à-dire, si je prends le vecteur U, si je prends par exemple le même vecteur U, mais avec une longueur uniquement la moitié, donc je vais avoir la même direction, le même sens, mais en longueur, il est 2 fois plus petit. Et ainsi de suite. Si je prends un vecteur U et je le multiplie par alpha, si alpha est positif, je vais être dans le même sens. Si alpha est négatif, je vais être dans le sens contraire. D'accord? Et suivant alpha, est-ce qu'il est entre moins 1 et 1 ou plus grand que 1 et plus petit que moins 1, je vais avoir une longueur qui est plus grande ou
plus petite que celle de U. Donc j'ai défini une nouvelle opération qui est alpha U. Alpha U, si U c'est ça, et bien alpha U peut être ceci. Avec ici même direction que U, sens contraire parce que ici alpha est négatif, il est plus petit, et donc j'ai défini une autre. Tout ça c'est très bien parce qu'on est dans le plan. Dans le plan, on voit les choses, comment elles fonctionnent, et donc on peut les ajouter intuitivement parce qu'on voit. Déjà, les choses se compliquent dans l'espace. Parce que dans l'espace, il y a ces vecteurs qui vont être dans ce plan, mais il y a des vecteurs qui vont sortir dans le plan, qui vont partir comme ça. Donc c'est assez compliqué à imaginer. On peut le faire avec une gymnastique, avec un peu de... On peut le faire, mais ce n'est pas très pratique. Et surtout lorsqu'on a plusieurs vecteurs qui interviennent, c'est-à-dire lorsqu'on a plusieurs forces qui interviennent, c'est compliqué de faire ça uniquement. Donc la question qui se pose, comment on peut définir les vecteurs autrement que par des flèches pour pouvoir les utiliser pour nous rendre la vie beaucoup plus facile lorsqu'on veut étudier des phénomènes physiques, essentiellement en chimie. C'est ce qu'on va essayer de faire dans ce cours. Alors, ici, dans ce cours, nous allons nous restreindre essentiellement à ce qu'on appelle les Rn. Vous savez que lorsque j'ai R, donc ce sont des scalaires, d'accord? Ce sont des scalaires. Et ces scalaires, donc R, c'est l'ensemble de tous les réels. Donc ce sont les X avec X appartenant à R. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas l'objectif. Mais je peux, à partir de R, construire de nouveaux objets, qu'on appellera des objets mathématiques, qu'on appellera des couples, qui sont sous la forme suivante. C'est l'ensemble qui va avoir X, un premier réel, et un deuxième réel. Ce sont des couples, quand X et Y appartiennent à R. Ceci, on le note R2. Donc, ce sont des couples, d'accord? Qui sont obtenus en disant la première composante c'est un réel, la deuxième composante c'est un réel. Et à partir de là, on peut construire R3. Donc, c'est l'ensemble des triplettes X, Y, tels que X, Y et Z appartiennent à R. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, c'est des triplés. Je peux faire des quadruplés, quintuplés, etc. Et bien, je vais ensuite construire ce qu'on appelle les Rn. Ce sont ces objets qui contiennent n réels. Le premier, c'est x1, x2, xn, avec xi appartient à R. Et ceci, on appelle ça des n-uplés. N-uplés, comme pour 3, c'est triplé, pour 4, quadruplé, pour 5, quintuplé, etc., etc. Lorsqu'on dit n-uplé, ça veut dire qu'on a n réels qui sont rangés dans un petit tableau qui est comme ceci. Alors, on va travailler uniquement dans ces Rn. R, R2, R3, R4, R5, etc., etc. Et donc, on aura affaire uniquement à ce type d'individu, à ce type d'éléments. Donc, je pars de Rn, c'est ceci. En mathématiques, il y a une première étape, on définit les éléments d'un ensemble. S'il vous plaît, je vous rappelle une chose importante, gardez vos masques si vous pouvez, s'il vous plaît. Et surtout, si on peut rester calme au fond de la classe, ça serait très bien. Donc, je disais qu'en maths, on va d'abord caractériser les éléments de l'ensemble. L'ensemble, en mathématiques, c'est juste une collection d'objets. Donc, c'est des objets points à la ligne. Ensuite, ce qu'on fait, la deuxième étape, une fois qu'on les a caractérisés, c'est de savoir quand est-ce que deux éléments sont confondus, quand est-ce qu'ils sont distincts. Donc là, on a défini les n-uplés. La deuxième étape, quand est-ce qu'ils sont égaux, quand est-ce qu'ils ne le sont pas. Donc, je vais écrire U, je vais le noter, c'est x1, xn. V, c'est y1, yn. La question, quand est-ce que U est égal à V? D'accord?
Alors on va dire que U est égal à V si et seulement si x1 est égal à y1, xn est égal à yn. C'est-à-dire toutes les composantes qui se trouvent dans le même numéro, la même place, doivent être égaux. Autrement dit, ils ne sont pas égaux si et seulement si il existe un xq et un yq tel que xq est différent de yq. C'est-à-dire qu'il y a au moins une composante qui n'est pas égale. Autrement dit, si je prends par exemple u, c'est égal à 1, a et 2, et si je prends v est égal à b, 2 et c, quand est-ce que u va être égal à v? Si u est égal à v, il faudrait que les composantes qui se trouvent à la première place soient égales. C'est-à-dire que b est égal à 1, que a soit égal à 2 et que c soit égal à 2. Et bien sûr, si j'avais w qui est égal à 2, a et 2, est-ce que u est égal à w? Non, puisque ici, ils sont différents. Donc, on sait quand est-ce que deux énuplés sont égaux et on sait aussi lorsqu'ils ne le sont pas. Et c'est très important de savoir distinguer deux éléments qui ne sont pas égaux. Très bien. Première étape, la définition des éléments, c'est les énuplés. La deuxième, on sait faire la distinction, est-ce qu'ils sont égaux ou pas égaux. Mais tout ça, c'est bien si on arrive à établir des règles qui permettent d'interagir les uns sur les autres. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, je peux faire la somme? Est-ce que je peux faire la multiplication? Est-ce que je peux faire la division? Ce sont les règles, les opérations qui nous permettent d'avoir des règles ou pas. D'accord? Donc ici, je reviens à mes énuplés. Je vais essayer de définir... J'ai oublié une chose importante peut-être que je dois signaler, c'est pour le zéro de R, c'est 0, le zéro qu'on connaît. Pour les couples, le 0, c'est le couple 0, 0. Et pour Rn, x1, xn, normalement, je dois le noter, c'est 0 de Rn, ça veut dire que c'est 0, 0. D'accord? Toutes les composantes sont nul. Donc, si je fais ça, le 0, c'est le énuplé dont toutes les composantes sont nulles. Rarement, on notera 0 Rn. On va le noter 0. Mais comme vous savez que vous travaillez dans tel Rn, vous savez que le 0, c'est les composantes n qui sont toutes nulles. D'accord? C'est le 0. Bien. Je reviens donc aux opérations que je veux définir sur ces énuplés, qui sont les suivantes. Donc, si je prends x1, ça c'est u, x1, xn, appartenant à Rn, v c'est y1, yn, appartenant à Rn. La question, est-ce que je peux définir une somme, une certaine somme? Bien sûr, ici le plus, c'est ce que je veux définir, d'accord? Mais là, je vais faire la somme de énuplés. Je ne sais pas faire la somme. La seule somme que je connaisse, c'est la somme dans R. Je sais faire la somme de deux réels. Donc, je vais m'appuyer sur cette somme que je connais pour construire cette nouvelle somme, qui est donc, je vais dire, à partir du énuplé U et du énuplé V, je vais construire un nouvel énuplé qui va avoir donc n composantes. D'accord? Et la composante, ici, la première composante, ça va être la première composante de U plus la première composante de V. X1, c'est un réel. Y1, c'est un réel. Donc, X1 plus Y1, je sais faire, c'est un réel. Donc, c'est X1 plus Y1. Ici, c'est X2 plus Y2. Et ici, c'est Xn plus Yn.
D'accord? Et donc, j'ai construit une nouvelle opération. Attention, regardez, j'ai fait ce qu'on appelle un abus d'écriture. Regardez, ce plus-là n'est pas le même que ce plus. Hada, c'est le plus de R qu'on a, qui nous est très familier. Mais par contre, ça, c'est la somme sur les énuclés. D'accord? Donc, ce n'est pas la même opération parce qu'elle n'agit pas sur les mêmes ensembles. Hadi, elle agit sur R. Hadi, elle agit sur Rn. Mais on va les noter pareil parce qu'on sait faire la différence. Il n'y a aucune difficulté, aucune confusion possible. À partir de là, l'opération vient de les définir. La quatrième étape, c'est de vérifier est-ce que cette opération que je viens de définir, est-ce qu'elle a des propriétés intéressantes ou pas? Parce que je peux définir une règle, mais qui n'a pas beaucoup de propriétés, qui ne me permettrait pas de manipuler les éléments, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, on va vérifier est-ce que cette opération plus est une opération qui nous permet d'avoir des propriétés intéressantes. La première chose, c'est, lorsque j'écris ça, j'ai pris U, auquel j'ai ajouté V. La question qui se pose, si je prends cette fois-ci V et que je lui rajoute U, je vais obtenir, évidemment, c'est Y1 plus X1, Y2 plus X2, et etc., Yn plus Xn. La question toute bête qui se pose, est-ce que ces deux quantités-là sont égales? D'accord? Donc je regarde. Elles vont être égales parce que tout à l'heure on a vérifié quand est-ce que deux énuclés sont égaux. On a dit si et seulement si toutes les composantes se trouvant aux mêmes places vont être égales. Donc, est-ce que X1 plus Y1 est égal à Y1 plus X1? Heureusement pour nous, oui, parce que ça, c'est la somme dans R. Et dans R, la somme est commutative. Donc ça, c'est X1 plus Y1, Y2 plus X2, c'est X2 plus Y2, et ainsi de suite. Donc ces deux quantités-là sont égales. Ça veut dire que la loi plus, ici, j'ai pris Rn, et je l'ai muni d'une première loi, qui est plus. Cette loi plus est commutative. U plus V, c'est V plus U. C'est quelque chose de très important dans les calculs lorsque c'est commutatif. Ça veut dire qu'on peut le faire dans le sens qu'on veut, ça ne change pas le résultat. Ensuite, lorsque j'ai cette fois-ci trois éléments, si j'ai U plus V plus W, bien sûr, si je fais ça, comment je vais faire la somme de trois éléments? Eh bien, je suis obligé de les prendre deux à deux. Je vais prendre les deux premiers, je fais leur somme et je rajoute le troisième. Donc, je vais faire ça. Mais il y a une autre façon de faire. Si je prends U plus V plus W, je peux commencer déjà par faire la somme de ces éléments-là et je rajoute le quatrième. La question, est-ce que ces deux quantités sont égales? Parce que si elles n'étaient pas égales, ça voudrait dire qu'il faut faire très attention dans le sens dans lequel on fait l'opération. Heureusement pour nous, c'est égal. C'est ce qu'on appelle l'associativité. Ensuite, nous avons ici, lorsqu'on prend, vous savez, lorsque vous êtes dans R, il y a un élément qui joue un rôle un peu plus que les autres, c'est 0. 0, parce que d'abord il est mythique, plein d'histoires là-dessus, mais surtout, c'est lorsque vous prenez un réel, vous lui rajoutez 0, vous retrouvez ce réel. C'est ce qu'on appelle, 0 est un élément neutre pour la somme dans R. D'accord? Maintenant,
Lorsqu'il s'agit du vecteur 0, enfin du nuplet 0, c'est-à-dire le nuplet dont toutes les composantes sont nulles, que je vais représenter comme ceci, c'est 0, Rn. Mais nous sommes suffisamment grands, n'est-ce pas, pour ne pas le confondre avec le 0 de R. Ça, c'est un nuplet. D'accord? On le note 0, mais on sait que c'est le nuplet. Si je lui rajoute U, bien sûr, d'après ça, c'est la même chose que U plus 0. Eh bien, il se trouve que si vous avez U, vous lui rajoutez 0, ça fait x1 plus 0, ça fait x1, x2 plus 0, ça fait x2, xn plus 0, ça fait xn, donc ça fait U. Donc ici, nous avons c'est égal à U. Donc, 0 est un élément neutre. Et puis, une dernière condition, c'est lorsque vous prenez, par exemple, je vais juste donner un exemple. Si vous prenez 1 et 0, et moins 1 et 0, si vous faites la somme, qu'est-ce que vous trouvez? 0, 0. Donc ici, j'ai U plus V, et je trouve que U plus V, hada, il n'est pas nul, ça, il n'est pas nul, mais la somme est nulle. On dit que V est le symétrique de U. D'accord? Le symétrique de U. Donc, nous avons si x1, si U égale à x1, xn. Non, on le sait. Donc, je vais avoir U plus V est égal à V plus U est égal à 0. Tout élément admet un symétrique. Dans ce cas-là, c'est tout simplement V, c'est moins x1, moins xn. Voilà le symétrique. Donc, vous voyez comment elle est riche, cette opération plus. Déjà, au début, j'ai sauté une étape importante en disant la chose suivante. Si je prends deux nuplets, je fais la somme, je trouve un nuplet. Yak. Ça veut dire qu'en mathématiques, on appelle cette propriété, c'est une loi de composition interne. C'est-à-dire, si je fais la somme de deux individus de même nature, je vais trouver le résultat, il est de la même nature que les deux. Parce qu'il peut que je fasse, par exemple, si vous prenez cet ensemble, c'est l'ensemble de tous les couples dont la deuxième composante est nulle. C'est-à-dire, c'est 0, 0, c'est 1, 0, c'est 29 200 0. L'essentiel, c'est que la deuxième composante est nulle. D'accord? Et si vous lui rajoutez les éléments qui sont cette fois-ci 0, Y,